Cette vidéo est un peu différente des précédentes car elle ne parle pas d'un des chapitres de mes deux derniers livres, le tome 1 et tome 2 de Si l'ésotérisme m'était compté. Mais en fait, je pense que ça fera partie d'un des chapitres du tome 3. Mais alors je vous en parle aujourd'hui, pourquoi? Parce que en fait, j'ai préparé le support de cette vidéo hier, car quand j'ai fait la vidéo sur qu'est-ce que l'akasha, l'introduction de cette vidéo pour répondre à la question qu'est-ce que l'akasha, bien je me suis rendu compte qu'on pouvait également répondre à la question mais comment des planètes peuvent-elles influencer la nature profonde des êtres humains. Et donc je voulais vous partager ce que j'en comprends et donc vous proposer une explication de cette raison et puis par la suite aussi vous parler de comment minimiser l'impact de cette influence. Alors ne soyez pas étonnés si toute l'introduction de cette présente vidéo sera exactement la même que l'introduction de la vidéo qui répond à la question qu'est-ce que l'akasha, parce que c'est justement en faisant la vidéo sur qu'est-ce que l'akasha que je me suis rendu compte qu'on pouvait répondre à la question d'aujourd'hui. Donc l'introduction va être exactement la même. Donc pour les traditions, il y a 7 plans. Alors tout est décomposé en 7. Le 7 est très important. Et chacun de ces 7 plans est décomposé en 7 sous-plans. Par exemple, si on prend le plan physique, eh bien, il va y avoir 3 sous-plans physiques qui vont avoir 3 états différents, solide, liquide, gazeux, et puis l'éthérique qui va comprendre 4 degrés différents d'éther. Donc ça fait 7. Mais en fait, ce plan physique fait partie d'un tout, d'un ensemble, qui lui-même est structuré de la même façon que ce plan physique. Et c'est ça qu'on appelle la nature holographique du monde. Dans un hologramme, chaque partie, là par exemple le plan physique c'est une partie, a les mêmes caractéristiques que le tout. Ça c'est le tout. Donc là la partie plan physique va avoir 7 états, et bien le tout a également 7 états. Solide, liquide, gazeux, éther, 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 éther. 4 niveaux d'éther. Et on peut comme ça continuer aussi un cran au-dessus. Donc le logo, c'est, chaque fois que je parlais de ce sujet, c'est vraiment l'état ultime, l'état de conscience ultime pour nous en tant qu'être humain. Mais cet état ultime, ça ne veut pas dire que c'est qu'au-dessus il n'y a rien. Ça veut juste dire qu'au-dessus, on ne parle plus d'humain. C'est un état de conscience totalement différent. Et comme la nature du monde est holographique, eh bien, à partir du moment où on comprend comment est structurée une partie, eh bien, on peut comprendre comment se structure le tout. Et donc, on est un peu comme dans des poupées russes qui comportent les mêmes caractéristiques. Pour nous, en tant qu'être humain, le plan physique, c'est notre plan d'expression. C'est là où nous allons bien nous manifester. Nous avons autour de nous de la matière et c'est cette matière qui nous permet, qui sert de véhicule pour la manifestation. Et bien pour les consciences qui sont au-delà du logos, du plan logoïque, et bien leur plan, leur champ de manifestation, c'est en fait l'ensemble de tous les plans auxquels nous, en tant qu'êtres humains, nous pouvons espérer un jour accéder. Donc pour eux, pour ces consciences, eh bien tous ces 7 plans sont leur champ d'expression, tout comme pour nous, en tant qu'êtres humains, eh bien notre champ d'expression, c'est le plan physique. C'est ça aussi qu'on appelle la nature holographique du monde. Il y a à l'intérieur de nous des vies qui y habitent, tout comme nous faisons partie de vies ou de consciences plus grandes que nous. Et donc pour ces consciences, bien, nous sommes des vies à l'intérieur de leur conscience. Notre âme humaine se situe au niveau du corps causal. Ces âmes humaines vont projeter des personnalités qui vont aller s'exprimer dans le plan physique. Et bien au niveau de son équivalent, un cran au-dessus, dans le mental cosmique, il va y avoir un corps causal
de logos, qui va aller s'exprimer dans justement tous les plans, les 7 plans qui pour nous sont les 7 étapes à atteindre pour terminer notre évolution. Donc pour les traditions, la vie est constituée d'intelligence. Ce sont, chaque fois on parle de mental, cosmique, ce sont des intelligences qui vont aller s'exprimer, rentrer en manifestation dans des plans d'expression. Le logos, c'est la divinité manifestée chez toutes les nations et tous les peuples. L'expression extérieure ou l'effet d'une cause qui demeure à jamais cachée. À jamais cachée parce que, comme je l'explique depuis le début de ces vidéos, au-delà du logos, pour nous, c'est un état en puissance. Et donc c'est quelque chose qui reste à jamais caché car c'est quelque chose de subjectif. Et cette chose de subjective a une réalité. Il y a des consciences au-dessus qui vont se servir de ce logos comme champ d'expression. Donc c'est pour ça que le logos, c'est l'expression extérieure ou l'effet d'une cause que pour nous est inaccessible. Nous avons déjà du mal à accéder à ce logos qui pour nous est déjà très subjectif. Donc nous avons encore plus de mal à comprendre qu'il puisse y avoir encore quelque chose au-delà de ce plan-là. Mais pourtant, la nature holographique nous montre que on peut se le concevoir. Il y a donc une intelligence humaine qui va s'exprimer dans le plan physique. Il y a une intelligence planétaire, et c'est là où vous allez voir où je veux en venir en parlant des planètes, qui va s'exprimer dans les 7 plans qui nous servent de plan d'expression, pas de plan d'expression, qui sont tous les plans auxquels nous pouvons tenter d'évoluer. Kepler partage la croyance kabbalistique que les esprits des étoiles sont autant d'intelligence. Donc Kepler, c'était un astronome, un scientifique qui a découvert ce qu'on appelle les lois de Kepler, qui portent son nom parce que ce sont des lois qui décrivent en quelque sorte la structure de notre système solaire. Il croit fermement que chaque planète est le siège d'un principe intelligent et qu'elles sont habitées par des êtres spirituels. Donc les planètes ne sont pas de vulgaires cailloux, qui exercent une influence sur les autres êtres habitant des sphères plus grossières et matérielles que les leurs, et spécialement notre Terre. Il est bien connu que Kepler, l'éminent astronome, d'accord en cela avec beaucoup d'autres grands hommes qui croyaient que les corps célestes avaient une influence favorable ou néfaste sur la destinée des hommes et des nations, ajoutait en outre pleinement au fait que les corps célestes, même notre propre Terre, sont dotés d'âmes vivantes et pensantes. Donc vous voyez qu'à l'époque, les scientifiques ne rejetaient pas toutes ces notions de spiritualité. Ils vivaient avec, pour eux, ce n'était pas incompatible avec la science de pouvoir penser qu'il pouvait y avoir des êtres spirituels, des intelligences dans des planètes. C'est simplement que ces scientifiques avaient une autre manière d'approcher le monde que les scientifiques de nos jours. Kepler a également dit qu'il comprenait parfaitement que les pythagoriciens, car Pythagore était un initié qui comprenait parfaitement l'ésotérisme, aient pu croire que tous les globes disséminés dans l'espace étaient des intelligences douées de raison, circulant autour du Soleil dans lequel réside un pur esprit de feu, source de l'harmonie générale. Donc, tout ça pour dire que le fait qu'il puisse y avoir des intelligences partout dans notre monde, que notre vie puisse être constituée à partir de ces intelligences qui vont aller s'exprimer, pour les scientifiques, avant le XVIIe siècle, c'était quelque chose de possible, au moins ils ne l'excluaient pas. Ils adhéraient à cette idée. Ce n'est qu'après le XVIIe siècle où la science a choisi de se fermer à tout ce qu'elle ne pouvait pas visualiser en quelque sorte. Alors là où je veux en venir, et pourquoi en faisant cette vidéo hier, parce que cette introduction c'est exactement la même que j'ai faite lorsque j'ai répondu à qu'est-ce que l'Akasha.
Eh bien, quand nous sommes dans le corps causal, nous sommes aussi ici au niveau de la conscience humaine. Mais quand nous sommes dans le mental cosmique, nous sommes ici au niveau de la conscience d'une planète. Pour nous, en tant que personnalité, notre âme humaine se trouve dans ce mental. Mais ce mental lui-même se trouve dans un mental encore plus grand, qui est le mental qu'on appelle Logos, Logos qui est lié à une planète, en quelque sorte, un astre. Et donc, à l'intérieur de nous, de notre conscience humaine, il y a la conscience d'une planète, la conscience d'un astre, qui fait partie intégrale de notre être intérieur. Et c'est en cela que, tout comme en tant que physique, quand nous nous exprimons, c'est notre mental qui va nous affecter, nous influencer en quelque sorte. Eh bien, le mental d'une planète, étant donné qu'il est un octave au-dessus de nous, va lui aussi nous influencer. Quand on étudie les traditions, elles nous parlent de deux sortes de planètes. Il y a les planètes sacrées et les planètes non sacrées. Une planète devient sacrée lorsque tous ses habitants agissent en fonction de la volonté de la planète. Donc, au niveau de ce mental cosmique, on est dans il y a une volonté en fait pour chacun de ces logos, chacun de ces astres, chacune de ces consciences de ces astres. Elles ont une volonté. Eh bien, leur volonté, leur but va être que tout ce qui va s'exprimer à partir d'elles-mêmes, donc dans les plans d'expression en dessous, eh bien, se conforme à leur volonté. Tout comme pour une âme humaine qui se trouve dans le corps causal, eh bien, son objectif va être que les personnalités qu'elle va faire s'exprimer dans les plans d'expression, physique, astral, mental inférieur, mais son but, son objectif va être de faire en sorte que les personnalités se conforment à sa volonté. Donc à chaque fois, il y a la volonté, une volonté qui cherche à s'exprimer. Et donc les influences, ce sont ces volontés qui vont chercher à s'exprimer. Et à chaque fois que les personnalités, que ce qui va s'exprimer ne répond pas à cette volonté, il va y avoir une espèce de force qui va tenter de les faire répondre à cette volonté. Mais par contre, cette force ne pourra pas forcer. Ça va juste être des influences qui vont tenter de remettre tous les êtres, toutes les êtres qui vont s'exprimer, de les remettre en quelque sorte dans le droit chemin. L'astrologie est à l'astronomie exacte ce que la psychologie est à la physiologie exacte. Dans l'astrologie, dans la psychologie, on fait un pas en dehors du monde visible de la matière pour entrer dans le domaine de l'esprit transcendant. Donc la physiologie, c'est la matière, c'est l'expression dans la matière. La psychologie, c'est qu'est-ce qui a fait que nous nous comportons comme ça. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est ce qui fait, qui va créer, causer, en quelque sorte, la manière dont nous nous comportons. Et donc l'astrologie, l'astronomie va s'intéresser au physique des astres, alors que l'astrologie va s'intéresser à la conscience de ces astres, à la volonté de la conscience de ces astres, la partie intime. Et la volonté de cette planète, comme on le voit sur ce schéma, étant donné que c'est également à l'intérieur de nous-mêmes. À l'intérieur de nous-mêmes, il y a cette conscience. Donc c'est en plus profond de notre être. Nous sommes reliés à ces planètes et ces planètes ont donc une influence sur nous, sur nos comportements. Il va de soi qu'une monade ne peut ni progresser ni même être affectée par les changements d'état par lesquels elle passe. Une monade est une chose qui n'est ni de ce monde ni de ce plan. Elle ne peut être comparée qu'à une indestructible étoile de lumière et de feu divin jetée sur notre terre comme une planche de salut pour les personnalités pour lesquelles elle habite.
c'est à ces dernières de s'y cramponner, et en participant à sa nature divine d'obtenir l'immortalité. Laissée à elle-même, la monade ne s'accroche à personne, mais comme une planche, elle dérive vers une autre incarnation, emportée qu'elle est par le courant infatigable de l'évolution. Donc là, on nous dit que, eh bien, toutes les influences que l'on va avoir ne vont pas nous forcer. En fait, il y a une volonté de nos âmes, de nos êtres, mais plus profonds de nous-mêmes, bien que nous agissions d'une certaine manière, mais les personnalités qui vont naître de ces âmes peuvent faire ce qu'elles veulent. Elles ne sont pas forcées de se raccrocher à la volonté de ces âmes. Mais par contre, cette volonté existe, un peu comme une planche de salut, et ceux qui veulent s'y raccrocher, eh bien, ont la capacité, ont la possibilité justement de s'y raccrocher. Et c'est pareil pour la volonté des planètes. Les planètes ne vont pas forcer les gens à agir d'une telle ou telle manière, mais par contre, s'il y a une déviation, elles vont tout faire pour essayer de ramener les gens en fonction de ce en quoi elles devraient aller, pour faire en sorte que sa volonté à elle s'exauce, s'exerce, se manifeste, se concrétise dans la matière. Car pour une conscience, pour une intelligence, l'objectif c'est que quand à partir du moment où elle va s'incarner dans la matière, eh bien c'est qu'elle s'exprime en fonction de de sa volonté à elle. Alors comme par hasard, la semaine dernière, j'ai fini de relire ce livre, L'univers d'Edgar Cayce, que j'avais lu il y a plus de 20 ans, je pense. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu besoin de le relire, j'ai eu envie de le relire. Et ça tombe très bien parce que ça parle exactement du sujet que je traite aujourd'hui. Edgar Cayce nous dit « On devrait comprendre que c'est le séjour fait par l'âme dans l'un de ces lieux planétaires plutôt que les positions natales des planètes qui exercent une influence. Une entité n'est pas influencée par le fait que sa lune est en Verseau ou son soleil en Capricorne, ou Vénus dans telle ou telle maison ou signe. Non. Ces positions célestes sont importantes pour l'entité à cause d'un séjour qu'elle y a fait en tant qu'âme. Voilà comment les planètes ont la plus forte influence sur une entité qui habite la Terre. » Donc là, ce que nous dit Edgar Cayce, c'est que les planètes, à un moment donné, eh bien, nous sommes allés les habiter. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Dans quel contexte? Les séjours au-delà de la Terre pendant les périodes intermédiaires entre deux incarnations. Alors, je reviendrai un peu plus en détail sur ce sujet dans les prochaines vidéos, dont celle qui va parler de la réincarnation. Alors, qu'est-ce qui se passe déjà pendant les périodes intermédiaires entre deux incarnations? Bien, tout simplement, toute la nature physique de notre corps disparaît, la nature éthérique disparaît, la nature astrale disparaît, et donc nous sommes dans l'un des sous-plans du mental. Un des sous-plans en fonction de ce que nous avons à vivre et de notre état de conscience. Donc ce qu'il nous dit, les séjours au-delà de la Terre pendant les périodes intermédiaires entre deux incarnations, c'est-à-dire donc dans ce plan mental, se traduisent par ce que l'on appelle les aspects astrologiques. Non pas que l'entité se soit manifestée physiquement sur les planètes, mais elle y habitait dans l'état de conscience spécifique de chacune de ces planètes. Et celles-ci ont une influence, on peut le croire, sur le mental d'un natif. Donc ce que nous dit Edgar Cayce ici, c'est que quand nous sommes entre deux réincarnations dans ce plan mental, en attendant une prochaine réincarnation, notre âme humaine, eh bien, va visiter, va se mettre en relation avec des planètes, avec des champs de conscience des planètes. Et plus elle va être en relation avec une planète en particulier, plus cette planète aura un impact sur la vie des personnalités qui vont naître plus tard. Lorsqu'il est accueilli par la planète Terre, chaque humain reçoit son propre petit zodiaque, inscrit dans le zodiaque cosmique comme un rouage de montre.
Il est libre de bien gérer ses potentialités planétaires, de les laisser dormir ou de mal les utiliser en fonction d'une force intérieure conquise dans les vies précédentes. Le ciel natal représente la volonté de l'âme et le genre de désir de son incarnation. Donc, comme je l'ai dit précédemment, chaque âme a une volonté qu'elle n'impose pas à la personnalité, car souvent la personnalité n'en fait qu'à sa tête, mais l'âme a une volonté. Son objectif de cette âme, c'est que les personnalités qu'elle va faire entrer en manifestation se conforment à cette volonté. Tout comme les planètes qui sont un cran au-dessus de la nature humaine, mais qui sont dans notre fort intérieur, en quelque sorte, eh bien, ont aussi une volonté. Et donc ces volontés s'enchaînent en cascade. Et c'est pour ça que ça va influencer chaque être humain qui va naître. Est-il bon pour nous d'étudier les effets des planètes sur nos vies, de façon à mieux comprendre nos tendances, nos penchants et la façon dont nous sommes influencés par ces planètes? Edgar Cayce répond: si c'est étudié correctement, oui, c'est très très bon. Comment s'y prendre pour étudier correctement l'astrologie? Dans la ligne des connaissances déjà acquises par l'homme moderne, mais donnez plus encore que cela, dans les vies que vous étudiez. Faites comprendre que la volonté doit toujours être le facteur déterminant pour l'homme dans sa façon de se conduire et que cette volonté doit le mener toujours plus haut. Et comment l'astrologie peut-elle aider l'homme sur la Terre aujourd'hui? La position des planètes montre les tendances pour une vie donnée, sans référence à la volonté du natif. Alors faites comprendre à l'individu comment sa volonté doit tout surmonter. Donc là, ça veut dire qu'il nous dit que nous devons avoir une volonté très forte pour pouvoir évoluer. Alors volonté ne doit pas être confondue avec désir. Souvent les désirs, ce sont des addictions. Quand on a une addiction, on dit je le fais parce que ça me fait plaisir. Mais en fait, ça ne nous fait pas plaisir. Une addiction, c'est juste que nous nourrissons des vies à l'intérieur de nous, mais qui nous amènent vers le bas. Ce n'est pas ces vies qui vont nous amener vers notre propre intérieur, qui vont nous faire évoluer. Au contraire, ces vies nous alourdissent. Et donc, tant que nous sommes dans ces addictions, tant que nous sommes dans ces pulsions, eh bien, nous ne pouvons pas évoluer. Par contre, la volonté de dire non à ces pulsions, de dire non à ces addictions, c'est ça qui peut nous sortir et nous permettre d'évoluer. C'est pour ça qu'Edgar Cayce insiste beaucoup sur le fait que c'est la volonté qui nous permet d'évoluer. L'âme doit donc retourner à son créateur. Et la volonté humaine est l'outil à employer pour amener l'entité, l'âme, à la cause première, afin qu'un jour elle puisse être capable d'invoquer le nom qui la fera s'unir totalement avec le tout. C'est pourquoi la volonté a été donnée à l'homme, lorsqu'il arriva dans cette forme humaine telle que nous la voyons actuellement façonnée dans la matière. Cela afin qu'il puisse choisir, avoir le libre arbitre. Rappelez-vous que la volonté, c'est l'aspect, ce qu'on appelle le premier logos, celui du Père. Celui du Père, celui qui nous ramène à notre être intérieur. Et donc, si nous faisons fonctionner cette volonté, en quelque sorte, nous nous mettons en résonance avec ce Père, avec cet être intérieur. Alors que si nous n'agissons pas avec volonté, mais que nous laissons nos pulsions, eh bien, c'est notre partie matérielle qui va gagner et qui va nous attirer encore plus dans des lourdeurs, encore plus vers le bas. Donc plus un être humain va acquérir, va avoir de la volonté, et plus il va se mettre en résonance et être guidé pour remonter vers son être intérieur. Merci de votre attention.